Bonjour à tous! Ah, l'école, qu'est-ce que ça peut me manquer? Autant qu'un mal de tête. Mais au fait, pourquoi on y apprenait plein de choses qui servaient à rien? Et pourquoi la majorité des enfants détestent le jour de la rentrée scolaire? Et pourquoi, entre ce qu'on voulait vous faire ressentir à l'école et ce que vous ressentiez vraiment, il y avait un décalage énorme? Et si le problème ne venait pas de vous, mais du système scolaire tout entier? Si vous voulez construire un bateau, il est inutile de réunir des hommes, de leur donner des ordres et de répartir les tâches. Donnez-leur simplement l'envie de partir à la découverte des mers lointaines. Pour préparer les enfants au monde des adultes, il est important que la méthode d'apprentissage utilisée par l'école soit efficace. Et c'est déjà là qu'il y a un problème. Parce que j'avais beau être un bon élève à l'école, j'ai quasiment tout oublié de ce qu'on m'a enseigné. Existerait-il donc une méthode d'apprentissage que l'école n'utilise pas, qui permettrait aux enfants non seulement d'apprendre, mais aussi de conserver l'information? Jouer, c'est la façon normale d'apprendre pour le cerveau. C'est-à-dire que vous prenez les mammifères, des bébés tigres, s'ils ne jouent pas, ils vont crever. Ils ne sauront pas chasser, ils ne sauront pas défendre leur territoire, ils ne sauront pas se reproduire, ils vont mourir. Donc la nature est beaucoup plus sélective que nos grandes écoles, que nos systèmes les plus prodigieusement sélectifs soi-disant. Et elle, son mode d'apprentissage privilégié, c'est le jeu. Plus un animal est intelligent, plus il joue. Pourquoi? Le jeu est un moyen de capter l'attention. L'enfant veut apprendre naturellement en jouant. L'enfant veut devenir intelligent et se développer. Mais l'école le kidnappe et lui impose son fonctionnement. J'étais très fier d'être un bon élève pendant les 20 premières années de ma vie. Mais dès que je suis rentré dans la vie active, j'ai très vite compris qu'en fait je ne savais rien. Gérer mon argent, trouver un appart, gérer un refus, cuisiner, tout ça je ne savais pas faire. J'avais vraiment eu cette sensation d'être largué dans une jungle hostile et l'école ne m'avait pas du tout préparé à y faire face. Allez, go! Ouais, chef, quand est-ce que vous nous donnez les parachutes? Les paras quoi? Et en plus, on en a jamais fait. C'est pas mon problème, soldat! Démerdez-vous avec ce qu'on vous a appris en cours! Il y a bien quelque chose comme le théorème de Pythagore ou les fonctions affines qui vous permettront de gérer l'atterrissage sur le front! Allez, go! Le métier de professeur est pour moi le métier le plus important. Mais malheureusement, des bons professeurs, je n'ai pas le souvenir d'en avoir eu beaucoup. Et si là aussi le problème ne venait pas des professeurs, mais du système scolaire? Les professeurs apprennent-ils à devenir professeurs? Est-ce que pendant leur formation, on leur apprend à être pédagogue? Alors, vous allez me dire, ah ouais, chaud, mais on demande juste à un gars d'être une tronche? Genre, y a pas de pédagogie ou un truc dans le genre? Mais en fait, presque pas. Mais le concours en poche ne suffit pas. En fait, il faut également apprendre à devenir prof en un an de formation. Une formation qui en fait est là juste pour vous aider à passer le concours. Avec un tel parcours, dites-vous que beaucoup d'enseignants décrochent dès la première année en poste. Personne n'est prêt pour tenir une classe et transmettre du savoir. Soit t'apprends sur le tas, soit tu le vis très mal. Une enseignante m'a confié que les rapports entre les élèves et les professeurs sont de plus en plus compliqués et qu'elle avait cette sensation que son rôle premier n'était pas d'enseigner mais de gérer une garderie. Existerait-il donc un élément dans l'école qui favoriserait le conflit entre les professeurs et les élèves? Qu'est-ce que les élèves et les professeurs détestent le plus à l'école? Les examens. Tu te casses la tête à étudier pendant des heures et finalement t'es prêt, t'arrives à l'école, tu fais ton examen et quand t'as fini l'examen, t'oublies toute la matière. À quoi ça sert de faire un examen si t'oublies tout après? Hein? Ah, les examens et les notes, quel doux souvenir. Se faire punir pour quelque chose qui ne nous servira à rien pour plus tard. Quel merveilleux concept. Bonjour, je suis un homme lambda, cadre en entreprise. C'était juste pour vous dire que tout ce que vous apprenez en mathématiques après la classe de 4e vous servira jamais à rien. Quelles sont les répercussions chez l'adulte pour avoir été trop souvent sanctionné pendant son enfance? La punition est-elle le meilleur moyen pour permettre aux enfants d'avoir confiance en eux? Kids will take a chance. You know, if they don't know, they'll have a go. Am I right? They're not frightened of being wrong. And by the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become frightened of being wrong. If you're not prepared to be wrong, you will never come up with anything original. And we're now running national education systems where mistakes are the worst thing you can make. Il y a même une expression pour désigner ce phénomène, c'est l'impuissance apprise. Qu'est-ce que l'impuissance apprise? La meilleure façon de comprendre ça, c'est l'histoire du bébé éléphant attaché à un bâton. Étant bébé, il n'est réellement et physiquement pas capable de se libérer. Mais lorsqu'il devient adulte, il serait tout à fait capable de se libérer de ce bâton. Mais pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Simplement parce qu'il a appris son impuissance étant plus jeune. Ce phénomène, il est réel pour l'éléphant comme il est pour l'être humain. Et malheureusement, à l'école comme dans les foyers, on a trop souvent tendance à apprendre notre impuissance à travers une, entre guillemets, mauvaise éducation. Et c'est pour cela que, ajouté à nos peurs irrationnelles dont j'ai déjà fait une vidéo, beaucoup de personnes détestent leur vie mais ne font rien pour la changer, alors qu'ils en ont les moyens. Tout ça parce qu'on les a conditionnés dès l'enfance à ne surtout pas entreprendre, parce qu'ils ont été formatés pendant 20 ans à ne pas sortir du chemin que d'autres avaient tracé pour eux. Parce que c'est terrifiant tous ces gens qui attendent. La question peut paraître bête, mais elle mérite d'être posée. La peur de l'échec est-elle bénéfique, neutre ou désavantageuse pour notre cerveau? Ton cerveau, pour apprendre des trucs, il a besoin de se planter. Yes!
parce que tu t'es trompé 100 fois en apprenant ton alphabet que tu t'en souviens aujourd'hui. Normalement, parce que dès que tu te plantes, ton cerveau, il fait des nouvelles connexions neuronales. C'est pour pas que tu restes débile. Donc tu comprends bien que si tu passes ta vie à éviter les échecs, bah t'apprends rien et tu fais pas de nouvelles connexions neuronales. Et du coup, tu restes débile. Voilà, voilà. Le deuxième problème avec les examens et les notes, c'est que cela favorise la compétition. Competition is not a natural trait of human being. Rather, it is something that modern societies create. Alors certes, la compétition peut être un excellent moyen pour se dépasser. Dans le sport ou dans l'e-sport par exemple, c'est l'esprit de compétition qui va permettre aux participants de faire mieux que leurs adversaires. Mais est-il utile de mettre les enfants en compétition dès le plus jeune âge? Cette mise en compétition prématurée ne causerait-elle pas beaucoup de souffrance? It's not just that we subject our students to suffering. It's not even that we do not prepare them for life. We dismiss them into the society with a very distorted view of life. Bon, j'ai l'impression que l'école a 2-3 trucs à changer quand même, voire 4 ou 5. Mais pourquoi l'école présente-t-elle autant d'imperfections? Pour répondre à cette question, il faut connaître la motivation des personnes qui l'ont créée à la fin du 19e siècle. Ce que je vais dire est très délicat, mais je ne fais que raconter les faits tels que l'histoire la raconte. À la fin du 19e siècle se déroule la révolution industrielle. Les usines manquent de main-d'œuvre pour favoriser la croissance et l'économie. Il faut absolument augmenter le nombre d'ouvriers qui accepteront des métiers détestables avec un salaire de misère. Pour ce faire, les autorités en place ont une idée merveilleuse, c'est de créer l'école pour habituer les enfants dès le plus jeune âge à obéir docilement et à ne pas penser. I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A. Et oui, le but premier de l'école n'était pas d'apprendre, mais de transformer les enfants en des robots productifs sans aucun recul sur leur situation. Quand on les prend jeunes, les possibilités sont illimitées. Et tout le problème est là, c'est qu'entre la création de l'école et aujourd'hui, rien n'a changé. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. In literally more than a century, nothing has changed. Quelles sont les conséquences pour une société d'avoir conservé cette motivation capitaliste? C'est difficile à accepter, mais cela a mis en place un système pyramidal dont nous sommes les ouvriers. Et au détriment de notre santé, de notre bonheur et de notre planète, nous produisons et consommons pour enrichir la minorité qui est au sommet. Aucun homme n'est jetable et pourtant, notre système dit le contraire. Chaque âme se remplace et les vivants s'effacent. C'est dans les jetables que sont les hommes, ces consommables consommants, de simples numéros servant à faire du chiffre. C'est la loi du capital. C'est bien connu, le problème vient des bases de la pyramide, jamais de son sommet, car ceux qui sont en haut méritent d'y être alors qu'il ne faut faire aucun effort pour être à sa base. Pourtant sans base, pas de sommet, et tout s'effondre. Vous en avez assez entendu. Vous êtes coupable d'humanité. Bon, on va dire que le passé c'est le passé, et maintenant il faut se tourner vers l'avenir. Ah, c'est beau ce que je dis. Je suis donc allé sur le site de l'Éducation nationale pour voir quelles ont été les réformes phares de l'année 2018. Et voici ce que j'ai trouvé. Réforme pour la formation initiale et continue des enseignants. C'est bien. Réforme pour le dédoublement des classes de CP dans les écoles prioritaires. C'est bien. Réforme pour l'accord d'une prime pour les professeurs dans les réseaux d'écoles prioritaires. C'est bien. Alors certes, ces réformes vont dans le bon sens, mais ne sont-elles pas trop timides comparées à l'importance de la transformation à effectuer? J'ai vu je ne sais combien de réformes, je pense que j'en verrai encore je ne sais pas combien, mais comme leur nom l'indique, les réformes ne sont qu'une nouvelle forme. Je pense sincèrement que l'école aura beau s'améliorer, elle sera toujours en décalage avec son temps. Je m'explique. Nous avons tous des mauvaises habitudes, et même si nous savons pertinemment que cela nous crée des soucis, nous les conservons. Pourquoi? Parce que c'est très compliqué de changer une habitude, bonne ou mauvaise. Alors imaginez vouloir changer un système scolaire tout entier. C'est juste l'enfer. Il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est celle-ci. Peut-être qu'il ne faut pas toujours essayer de réparer quelque chose de cassé. Peut-être qu'il est mieux de passer à autre chose et à créer quelque chose de mieux. Et c'est là que j'ai une excellente nouvelle, c'est qu'il existe déjà des écoles mieux qui ont été créées. Il y a du bon à ce monde, monsieur Frodin. Ce sont des écoles où les enfants apprennent à leur rythme, où ils peuvent expérimenter plein de choses et surtout où les notes ont disparu, remplaçant ainsi la compétition par la coopération. Vous avez par exemple l'école dynamique à Paris qui a été créée par le français Ramin Farangui en 2015. Dans sa conférence TED de 2016, il développe l'idée que l'enfant n'est pas la propriété de l'adulte, que lui aussi a le droit d'être libre et de mener sa vie comme il le souhaite. Les hommes naissent libres et égaux en droit, perso j'adore.
Il y a quelque chose quand même que j'aimais moins dans cette déclaration des droits de l'homme, c'est qu'à la base, c'était admis comme une évidence que ça ne concernait que les hommes blancs. Alors heureusement, derrière eux, il y a eu les autres couleurs de peau et les femmes qui ont réclamé ces mêmes droits fondamentaux et qui les ont obtenus. Et je pense qu'on est tous d'accord ici pour dire que c'était une super idée. Et bien ce soir, je suis venu proposer cette idée qu'on accorde également ces libertés fondamentales aux enfants. Et des écoles avec ce concept, il y en a d'autres, comme par exemple Sudbury Valley, Khan Academy, Montessori. Toutes ces écoles laissent les enfants faire ce qu'ils veulent et non seulement les enfants sont plus heureux, mais en plus ils développent de meilleures capacités d'apprentissage. Une école du Massachusetts qui existe maintenant depuis 50 ans. Et les enfants dedans, ils font absolument tout ce qu'ils veulent. Quand je vous dis tout, c'est de la pêche, de la couture, du dessin, de la lecture, etc. Et on ne leur enseigne même pas les mathématiques. Et pourtant, 80% de ceux qui sont dans cette école sont ensuite allés à l'université et ont même obtenu leur premier choix. Autrement dit, les enfants, en se connaissant d'abord eux-mêmes, sont ensuite beaucoup plus efficaces lorsqu'il s'agit de comprendre de nouvelles disciplines, et ainsi, de leur côté, accomplir un travail à long terme par eux-mêmes. Vous vous souvenez de la citation d'Antoine de Saint-Exupéry du début? Ce mec avait déjà tout compris, c'est un truc de dingue. Mais le gros problème avec ces écoles, parce qu'il y a forcément un mais, c'est que ces écoles sont payantes. Je suis allé voir les prix et clairement tous les parents ne peuvent pas se le permettre. Oui, mais pourquoi ces écoles sont-elles payantes? La réponse est très simple, ces écoles sont hors contrat, c'est-à-dire qu'elles ne reçoivent aucune subvention de l'État. Si les écoles traditionnelles sont gratuites, c'est parce qu'elles sont financées par les impôts. La majorité des parents font un métier qu'ils détestent pour payer des impôts qui assureront à leurs enfants d'avoir une carrière similaire. Excellent! C'est tellement bien foutu leur système quand même. Oui, mais attends, pourquoi l'État ne financerait-il pas ce type d'école? J'ai fait ma petite recherche et sur les 110 écoles Montessori qui existent en France, 3 seulement sont financées en partie par l'État. 3 sur 110, c'est peu. On pourrait même dire que 3 sur le nombre d'écoles qui existent en France, c'est ridicule. Et c'est en voyant des chiffres aussi bas que j'ai commencé à me poser des questions très dérangeantes. Et si les autorités en place ne voulaient pas que l'école change? Si elle ne disparaît pas, c'est parce qu'il y a 140 milliards qui sont dépensés chaque année et qui vont bien dans la poche de quelques-uns. L'école est un excellent moyen pour conserver cette structure hiérarchique et pyramidale qu'est la société. Et quand on est au sommet, ne veut-on pas y rester? Une fois que tu as un poste bien payé dans ce système, eh bien tu ne veux absolument plus le détruire. Et oui, tu ne mords pas la main qui te nourrit. Permettre à la population de redevenir indépendante, comme ce fut le cas entre 1792 et la fin du 19e siècle. Est-ce vraiment dans leurs intérêts? Je me suis fait virer. Pourquoi? Je les ai fait réfléchir par eux-mêmes. C'est pas le but de l'école? Ils ne demandent surtout pas de les faire réfléchir par eux-mêmes, ils nous demandent de les préparer au monde du travail. Pourquoi? Parce que comme ça, après, ils sont plus rentables. Une population ne serait-elle pas beaucoup plus corvéable quand on l'empêche de réfléchir? 24 hours a day, for the rest of our lives, the powers that be are hard at work, dumbing us to death. La bonne nouvelle, c'est que les écoles alternatives dont on a parlé sont de plus en plus nombreuses. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une prise de conscience générale et que ces écoles deviennent accessibles pour tous. D'ailleurs, si vous êtes enseignant, je vous invite à vous tourner vers ce type d'école le plus vite possible. Car sur le long terme, c'est là que vous allez pouvoir le mieux exercer votre profession. J'ai rencontré des professeurs qui préfèrent utiliser la pédagogie Montessori dans leur classe plutôt que de suivre les instructions de l'éducation nationale. Je trouve ça absolument génial. Si vous êtes parent, je vous invite à vous poser quelques questions. Alors certes, tout le monde éduque ses enfants comme il le souhaite, mais pensez-vous vraiment que l'école permettra à vos enfants de s'épanouir et de réussir? La production principale de l'éducation nationale, c'est l'échec. Ceux qui échouent, échouent, et ceux qui réussissent, pour se conformer, ils ont dû renoncer à beaucoup de choses. Donc si vous voulez sauver votre enfant de la perte en confiance en soi, en réflexion et en maturité que va lui causer l'école, et sachant que cela va mettre du temps avant que la pédagogie des écoles alternatives se mette en place, retirez votre enfant du système scolaire pour le moment. Ne serait-il pas une solution à envisager? In 2006, Sir Ken Robinson gave the most popular TED Talk of all time, Schools Kill Creativity. A lot of parents watched those videos. Some of those parents, like mine, counted it as one of the reasons they felt confident to pull their kids from traditional school. And you know what? It freaks a lot of people out. Even though I was only 9 when my parents pulled me out of the school system, I can still remember my mom being in tears when some of her friends told her she was crazy and it was a stupid idea. Looking back, I'm thankful she didn't cave to peer pressure, and I think she is too. So, out of the 200 million people that have watched Sir Ken Robinson's talk, why aren't there more kids like me out there? Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avant de nous quitter, j'ai envie de vous poser 2 dernières questions. Et si l'origine de tous les grands problèmes que nous connaissons aujourd'hui n'était qu'une conséquence de la non-évolution de l'école? Et si nous ne changeons pas notre regard habituel envers l'école? À votre avis,
que se passerait-il? If all the insects were to disappear from the Earth, within 50 years, all life on Earth would end. If all human beings disappeared from the Earth, within 50 years, all forms of life would flourish. We have to be careful now and that we avert some of the scenarios that we've talked about. And the only way we'll do it is by seeing our creative capacities for the richness they are and seeing our children for the hope that they are. By the way, we may not see this future, but they will. And our job is to help them make something of it. Thank you very much. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Ciao!